regardez Média TV Afrique, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission Génération News, l'émission qui prend à cœur les problématiques liées à la jeunesse. En première partie de cette émission, nous allons la consacrer à la crypto-monnaie. Quel enjeu pour la jeunesse africaine? En deuxième et dernière partie de cette émission, nous allons faire un coup de projecteur sur les langues locales, comment les intégrer dans le cursus scolaire. Et pour en parler, j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Malik. Malik, vous êtes sénégalais de nationalité, vous êtes fondateur d'une crypto-monnaie, Labocoin. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie et je salue tous les téléspectateurs et mes co-débatteurs. Nous avons également Djibril, vous êtes chroniqueur littéraire, grand amoureux évidemment des langues. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci bien Raïs, c'est le plaisir de partager. Et je salue tous les téléspectateurs de Média TV Afrique. Et nous avons également l'honneur de recevoir Mohamed. Mohamed, vous êtes développeur, consultant. Merci également d'être là. C'est moi qui vous remercie, Régis, et merci de nous avoir invités sur le plateau de Generation News. Et je salue de passage les gens avec qui je partage le plateau, ainsi que tous les téléspectateurs. Et nous allons terminer avec notre ami Mamadou. Mamadou, vous êtes journaliste, écrivain. C'est un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Generation News. Ravi d'être là. Merci pour l'invitation et bonjour aux téléspectateurs et mes co-débatteurs. Alors je le disais, le décor étant planté, nous allons tout de suite entrer dans le vif du sujet. Je le disais dans mon introduction, nous allons parler de la crypto-monnaie. L'Afrique est le continent le mieux doté en ressources naturelles dans le monde. Mais alors que plusieurs Africains luttent contre l'instabilité financière et les récessions économiques évitables, la crypto-monnaie a tout le potentiel pour la faire prospérer et les jeunes s'intéressent de plus en plus à cette monnaie virtuelle. Mohamed, évidemment, beaucoup définissent la crypto-monnaie comme une simple monnaie virtuelle, mais au fond, c'est un peu plus complexe que ça. Oui, effectivement, Régis, donc le terme crypto-monnaie, on l'entend de plus en plus dans nos débats de tous les jours. Et donc les gens ont tendance à penser que c'est une monnaie à part avec ses propres réalités. Ça peut être vrai, mais au fond, c'est plus complexe que ça. Donc quand on parle de crypto-monnaie, c'est plutôt une monnaie qui est basée sur la blockchain. Et ce blockchain-là, on peut considérer que c'est un ensemble d'enregistrements qui sont stockés de manière décentralisée, de manière sécurisée. Mais aussi, il y a des mécanismes qui sont derrière pour assurer la sécurité, pour assurer la transparence. Donc ces éléments-là que la crypto-monnaie offre font qu'aujourd'hui, de plus en plus, on a un engouement là-dessus. Notamment des jeunes qui se lancent dans la crypto-monnaie. Voilà. On voit de plus en plus des jeunes déjà dans les débats, mais aussi des gens qui essayent d'investir là-dessus. Et donc, quand il y a de l'argent derrière, les jeunes en tout cas sont de plus en plus prudents parce qu'ils se posent pas mal de questions, notamment sur la sécurité. Est-ce que si je prends mon argent, je l'investis là-dessus, est-ce qu'un bon jour, je ne vais pas me réveiller avec zéro comme étant mon compteur? Justement, par rapport à ça, Malik, Mohamed a soulevé un point qui est intéressant en parlant de sécurité. Vous êtes dans le domaine de la crypto-monnaie. Justement, quelles sont les garanties par rapport à cette sécurité-là? Par rapport à la sécurité, je pense que toute technologie a, comment dirais-je, une partie des avantages, mais également des inconvénients. Voilà. Et la crypto-monnaie, comme toute technologie, a des faiblesses. Et l'une de ces faiblesses concerne la partie sécurité. Et pourtant, en fait, même s'il y a parce que il y a des crypto-monnaies qui ont eu des scandales en termes de sécurité, notamment avec, je ne vais pas citer de crypto-monnaies, mais il y en a quand même. Et les médias en parlent tellement que les gens croient que toutes les crypto-monnaies ont des problèmes de sécurité. Et je peux même dire que beaucoup de gens sont réticents par rapport aux crypto-monnaies. Mais en réalité, les banques ont beaucoup plus de problèmes de sécurité que les crypto-monnaies, au fond. Et là, parce que
les banques en général utilisent des technologies qui sont presque dépassées en fait. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de banques qui se mettent à niveau et utilisent la technologie blockchain. Donc cela veut dire que la sécurité se trouve à quel niveau? Est-ce que c'est sur l'utilisation des matériaux, des logiciels qui sont, comme vous le dites, nouveaux, des nouveaux logiciels qui permettent justement de sécuriser en ce qui concerne évidemment la crypto-monnaie? Quand vous parlez de sécurité, du fait que les banques utilisent un petit peu des modèles obsolètes. Okay. La sécurité se pose au niveau des transactions d'une part, quoi, en fait, parce qu'il y a des développeurs très mal intentionnés, je dirais même ce qu'on appelle des arnaqueurs, en fait, qui utilisent la technologie pour, par exemple, voler l'argent d'autrui à travers leur clé privée, parce que toute personne qui détient un portefeuille de crypto-monnaie dans une blockchain a une partie donc, publique et une partie privée. Et malheureusement, il y a des gens qui ont la capacité de pouvoir voler les données de certaines personnes à distance, non pas forcément à travers la crypto-monnaie en tant que telle, mais à travers parfois d'autres applications. Voilà, utilisées comme WhatsApp par exemple, que beaucoup de gens utilisent, mais il y a par exemple des gens qui peuvent vous envoyer une photo. Vous croyez que c'est une photo, mais ça installe directement une application que vous n'allez pas voir, mais qui fait en sorte que toutes les choses que vous allez faire sur le web, évidemment, vous ça pouvez va avoir récupérer les vos données. Et notamment la clé privée, ce qui vous permet d'accéder. Mais ce n'est pas la technologie blockchain qui est en réalité, la technologie blockchain, bon, a certes des problèmes de sécurité, mais c'est beaucoup plus sécurisé que la technologie des banques, quoi. Voilà. Justement, en parlant de crypto-monnaie, parce que justement c'est cette problématique-là, plusieurs pays présentent aujourd'hui un intérêt particulier à cette monnaie. Qu'est-ce qui peut expliquer cela, Mamadou? Merci. Je pense que nous sommes dans un monde qui bouge, où nous assistons à des innovations technologiques. Nous sommes dans la mondialisation plus précisément. Mais avant d'en parler un peu sur ça, je voudrais rapidement rappeler, à mon avis, quelque chose qui est très important. C'est de questionner aujourd'hui les paradigmes de développement économique en Afrique, les modèles de développement économique en Afrique. Parce que si aujourd'hui on parle des crypto-monnaies, on parle des avancées technologiques en Occident, mais cela est le processus d'un développement historique. Et lorsque vous lisez un auteur comme Samuel Huntington, qui a écrit un fabuleux ouvrage intitulé Le choc des civilisations, il dit dans cet ouvrage que la domination occidentale repose sur une domination technologique. Donc, si l'Occident a fait des choix depuis longtemps et qui lui a permis aujourd'hui d'arriver à tout cela, donc il est important pour nous Africains qu'on se demande quel est le modèle que nous avons en tout cas expérimenté. Et aujourd'hui, on parle de ça, l'engouement, c'est bien que ça soit suscité, mais quels sont les moyens que nous avons aujourd'hui pour aller dans cette monnaie? Ou bien est-ce qu'il faut se lancer parce que tout le monde en parle, on dit qu'il y a de l'intérêt, il y a des enjeux financiers derrière. Non, il faut des stratégies, il faut des technologies, il faut une maîtrise, à mon avis, excusez-moi, de l'outil informatique et de l'Internet. Il y a beaucoup d'autres paramètres, beaucoup d'autres facteurs pour ne pas qu'il y ait par après des conséquences dommageables. D'autres pays sont déjà avancés dans ce domaine-là, que vous voulez évidemment, c'est d'évoquer le Ghana ou encore l'Afrique du Sud, le Kenya aujourd'hui qui utilise de la crypto-monnaie. Ils sont évidemment préparés à toute éventualité. Djibril, vous voulez rebondir sur un point? Je voulais rebondir par rapport à ce dont a dit mon ami. Donc, concernant la crypto-monnaie, je crois que c'est le déclic de l'altermondialisation. Ce n'est plus la mondialisation. C'est le déclic de l'altermondialisation où chaque communauté a sa part à dire dans le processus économique du monde. Parce que l'Afrique a vécu pendant beaucoup d'années sous l'emprise de la monnaie des banques centrales. Et c'est aujourd'hui, à travers peut-être cette crypto-monnaie, qu'on peut faire un sursaut d'orgueil pour éventuellement définir nos propres politiques de développement économique.
Et c'est important que cette crypto-monnaie vienne à l'heure. Mais aujourd'hui, la plus grande problématique qui réside dans cette crypto-monnaie, c'est que l'Afrique aujourd'hui a un certain problème à résoudre par rapport à ça. Technologiquement, quelles sont nos avancées? Technologiquement, quelle est la communauté qui aujourd'hui ne doit pas être en reste? Parce qu'on en dispose beaucoup. Le monde change, le monde bouge, le changement s'impose. Mais comment accompagner ce changement? Et c'est en ce moment que la question revient aux décideurs de voir quelles sont les prédispositions à munir à leur communauté afin d'être en parfaite harmonie par rapport à ce changement. Et justement, il parlait de changement. Comme on l'a dit, Mohamed, les jeunes se lancent beaucoup dans la crypto-monnaie. Quels sont les atouts recherchés par ces jeunes? Voilà, je pense que tout à l'heure, quand on parlait, l'un des aspects de la crypto-monnaie qui est vraiment essentiel, c'est l'aspect décentralisé. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui appartient à une entité donnée, mais comme vous l'avez si bien dit, chacun a son mot à dire. D'accord? Donc que ce soit dans la définition des politiques, c'est-à-dire en crypto-monnaie, et même les politiques, comment les transactions sont validées, tout cela, c'est des éléments qui peuvent être gérés de manière décentralisée, où chaque, en tout cas, acteur a son mot à dire. Ça, c'est une des premières choses. Maintenant, pour les jeunes, surtout pour les jeunes, pourquoi de plus en plus ils vont vers la crypto-monnaie? Il a été noté que, actuellement, le monde, dans son changement, pour l'Afrique, on considère que de plus en plus les gens ont accès à Internet grâce à leur téléphone. Actuellement, il y a de plus en plus de jeunes qui accèdent à Internet à travers un téléphone qu'à travers des machines. Donc, cette facilité d'accès, ou bien en tout cas cette facilité-là, fait que voilà, les jeunes essayent rapidement de pouvoir transférer des fonds, de pouvoir faire un investissement, ou bien tout simplement, je me lève le matin de vouloir connaître le cours en tout cas d'une crypto-monnaie. Ça invite les jeunes de plus en plus à y participer. Et quand on parle de sécurité, pour moi, la blockchain est plus sécurisée. Pourquoi? Parce qu'il y a une forte communauté derrière. Et nous, en tout cas, qui sommes des développeurs, on voit que même s'il y a, en tout cas, une faille ou bien même un dysfonctionnement qui est noté, mais c'est dans la journée que c'est réglé. Alors que pour une banque, quand il y a un problème, il faut noter des semaines, des mois avant que ce soit... Évidemment, ça prend plus de temps. Bon nombre, justement, mon ami Mamadou, bon nombre d'universités en Afrique s'inscrivent dans la formation des étudiants au sujet, justement, comme l'a dit notre ami Mohamed, de la blockchain et de la crypto-monnaie. C'est un secteur sur lequel on va devoir compter aujourd'hui. Oui, c'est tout à fait normal, mais à mon avis, ce qui est très important, c'est la question de l'encadrement. Il faut un encadrement technique, il faut un encadrement en matière de formation, il faut un encadrement juridique de tout cela. Et seuls les États peuvent, à mon avis, en tout cas, avoir ce contrôle-là. Donc c'est vrai que avec cette crypto-monnaie, on n'aime pas trop le mot contrôle parce que nous voulons aller beaucoup plus de liberté, vers beaucoup plus de fluidité. Mais à mon avis, il est important, l'État doit encore avoir des monopoles, sinon ça risque d'être l'anarchie. Donc c'est important, il faut y aller, mais avec beaucoup de prudence, avec également des outils techniques et des outils juridiques capables d'encadrer tout ça, parce que sinon ça risque d'avoir en tout cas des soucis par après. Et justement, par rapport à ça, Malik, avec l'Afrique, une jeunesse vraiment impressionnante, est-ce que par rapport à cette jeunesse-là, on peut dire que l'avenir de la crypto-monnaie s'écrira en Afrique? Je le pense bien. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup plus de téléphones portables en Afrique, de smartphones notamment en Afrique, que dans n'importe quel autre continent, en fait. Parce que plus de 66% de la population africaine ont des smartphones. Au Sénégal, par exemple, nous avons environ, d'après les statistiques que j'ai, 13 millions de personnes qui sont au Sénégal. Mais pourtant, il y a plus de 15 millions de téléphones au Sénégal. Et la plupart de ces téléphones sont maintenant des smartphones. Donc, ce qui veut dire que cette technologie-là a un bon avenir devant eux, d'autant plus qu'en réalité, contrairement aux idées reçues, il y a, en matière de système financier,
l'Afrique est en avance par rapport aux autres continents parce que il y a la solution, par exemple, M-Pesa au niveau de Kenya, un système qui permet de faire des transports d'argent ou des paiements donc, à travers notamment des téléphones même basiques. Donc ça, c'est une technologie, donc la technologie de FinTech, en fait, c'est beaucoup plus développé, en tout cas en Afrique, en termes d'utilisateurs que partout ailleurs dans le monde. Donc ça, c'est ce qui fait qu'avec cette facilité-là, je pense que l'Afrique est au centre même de cette monnaie. Malheureusement, comme vous l'avez dit, malheureusement, là où le problème se pose, c'est qu'il n'y a pas assez de développeurs et des spécialistes dans ce domaine. Parce que dans le monde actuellement, il y a plus de 2000 crypto-monnaies. Mais moins de 100 crypto-monnaies sont lancées par des Africains. Donc c'est là où vraiment les Africains ont vraiment des défis à relever pour créer leur propre crypto-monnaie. Et voilà quoi. Donc nous, c'est pourquoi nous avons en tout cas initié cette crypto-monnaie, dont l'objectif c'est de faire développer en tout cas l'inclusion financière à travers principalement les jeunes, puisque la jeunesse représente la majorité des populations africaines. Et si les jeunes adoptent cette technologie-là, je pense que ça va se développer et ça va développer en tout cas l'inclusion financière, puisque la plupart des Africains n'ont pas accès à des services bancaires et voilà quoi. Exactement. Djibril, par rapport justement au point qu'il vient d'aborder en parlant des banques, est-ce que le fait que ces monnaies virtuelles ne soient pas rattachées à une banque centrale comme l'est le franc CFA par exemple avec la BCAO, est-ce que ça ne reste pas une faille dans le système, s'il faut utiliser le jargon de nos amis informaticiens? Non, même pas, parce qu'en réalité, sachant qu'aujourd'hui, comme l'a si bien dit, on note un taux important de l'utilisation du téléphone smartphone au niveau de l'Afrique. Donc, et quel qu'en soit, parce que tantôt je l'ai dit que l'Afrique a vécu très longtemps sous l'emprise monétaire des banques. Et si aujourd'hui la crypto-monnaie est un mobile de développement, nous devons l'adopter tout en jugeant nécessaire de voir quelles sont les prérogatives et les prédispositions à adopter et comment encadrer la jeunesse. Nos États savent que cela peut être un déclic de développement parce que les jeunes, à eux seulement, ils n'ont ni les moyens ni les prérogatives de développer parfois des choses qui sont inhérentes à l'économie financière. C'est aux États de venir accompagner. Maintenant, par rapport à ça aussi, les banques aujourd'hui, ils sont parfois un peu chamboulés parce qu'ils ne savent pas aujourd'hui les réglementations qui régissent cette crypto-monnaie. Ils ne savent pas aujourd'hui quels sont les soubassements de cette crypto-monnaie. Cela le plonge dans la confusion. Et rien que ça peut être un travail de longue haleine pour eux de vouloir avoir une maîtrise totale de cette crypto-monnaie. C'est en ce sens qu'il y aura un fossé entre la crypto-monnaie et les banques. Et ça va servir aux jeunes de bien mener leurs activités de développement par rapport à cette crypto-monnaie que parallèlement, parce que quoi que l'on puisse dire, on a assez vécu sous l'emprise de ces banques. Et l'heure a sonné pour que nous fassions aujourd'hui un sursaut d'orgueil afin que nous puissions faire l'amorce de d'autres développements par le biais des initiatives de base que nous allons prendre nous-mêmes. En parlant d'initiatives de base, Mohamed, la crypto-monnaie aujourd'hui participe énormément à l'éclosion des startups sur le continent. Oui, effectivement. En fait, les gens sont partis du constat selon lequel il y a beaucoup de manque à gagner. Donc, c'est pourquoi de plus en plus des startups se lancent là-dessus. Parce que si on prend ne serait-ce que les fonds qui sont transférés depuis la diaspora pour arriver en Afrique, mais en fait, c'est des entités internationales qui récupèrent les commissions derrière. Donc, les gens ont compris cet enjeu-là, c'est-à-dire l'enjeu financier réel qui se pose sur cela. Et aussi notre capacité, c'est-à-dire en tant que marché, c'est-à-dire le nombre de jeunes qu'il y a en Afrique et qui n'ont pas cette inclusion financière-là. Ce qui fait que de plus en plus des startups se lancent. D'ailleurs, il y a eu des solutions qui ont été développées. Bon, certains ont été des solutions plus ou moins
en tout cas adapté à des pays comme si on va à l'Afrique du Sud, par exemple, avec Safcoin. Donc c'est le peuple lui-même qui a commencé à prendre cette initiative-là. Mais aussi pourquoi les startups se lancent? Parce que si les startups ne se lancent pas de manière locale, mais on va toujours observer une domination, c'est-à-dire on a une domination des banques. Ça va continuer en Afrique, pourquoi? Parce que ce sera des entités qui vont venir d'ailleurs et venir nous imposer leur crypto-monnaie. Actuellement, sur le marché, il y a Bitcoin, il y a Ethereum qui sont de plus en plus cités. Mais si nous, en tout cas, on ne fait pas l'effort de proposer des solutions, on sera absorbé par ces entités-là, mais aussi les solutions ne seront pas adaptées à nos réalités. Évidemment, il faut plus de développeurs, hein, comme l'a souligné Malik dans le domaine de la crypto-monnaie. Mamadou, oui, allez-y. Mais aussi un accompagnement aussi de nos gouvernants, parce que c'est important. Je vous ai dit tantôt que ces jeunes qui sont là, qui sont prêts à s'adonner dans cette politique de vulgarisation de cette crypto-monnaie, mais ils n'ont pas parfois les moyens, ils n'ont pas parfois les prédispositions. En Afrique, en général, on peut avoir un savant ou un génie, mais en réalité, ce génie n'est pas accompagné. Et après, ça devient une perte pour nous tous. Donc, il faut un encadrement. Il faut des prédispositions pour essayer d'encadrer ces jeunes dans le sens qu'ils soient des acteurs et non plus maintenant des consommateurs. Et justement, par rapport à ces jeunes-là, beaucoup investissent dans la crypto-monnaie. D'aucuns écourtent même leur formation professionnelle. Au regard des risques qu'on a eu à énumérer justement par rapport à ce problème d'insécurité au niveau de la crypto-monnaie, est-ce qu'il y a lieu de s'inquiéter par rapport à ces étudiants, ces jeunes qui écourtent leur formation pour investir dans la crypto-monnaie? Bon, des risques peut-être, oui, probablement, mais peut-être qu'il faut minimiser. Mais il y a un fait qui est quand même assez intéressant à souligner, à mon avis, par rapport à cette jeunesse et à toutes ces innovations technologiques. Alors, moi, je suis surpris de voir ma génération, vraiment, qui, comme on le dit, si dans le passé, ici en Afrique, on a raté beaucoup de révolutions, comme la révolution industrielle, on n'a pas pu faire grand-chose. Mais aujourd'hui, avec la révolution numérique et technologique, je vois de plus en plus de jeunes Africains, mais qui essayent de rattraper un petit peu ce retard que nous avons eu en Afrique. Et je vois des jeunes qui font des choses formidables, qui essaient de proposer des choses, des solutions techniques et technologiques, des initiatives vraiment, c'est extraordinaire. Parfois, moi-même, je me demande, mais est-ce que si cette jeunesse-là, elle est, comme il l'a dit, a un tout petit encadrement, peut faire des choses merveilleuses. Et à mon avis, il faut continuer dans ce sens-là. Il faut laisser cette liberté. Et ici en Afrique, j'ai comme l'impression qu'on n'aime pas trop l'innovation, le changement, qu'on est un peu réfractaire à ça. Donc il faut laisser l'imagination des jeunes. Il faut les laisser, en tout cas, explorer ce monde-là et essayer de voir ce qu'ils peuvent nous proposer. Et justement, en parlant de l'imagination des jeunes, vous avez eu de l'imagination en créant la première crypto-monnaie basée au Sénégal. Parce qu'en général, ce que les gens oublient, c'est qu'il y en a les crypto-monnaies qui sont créées en Afrique, mais dont le siège se trouve dans un autre pays. Vous êtes au Sénégal. Et par rapport à ça, quelle est l'utilité aujourd'hui d'une telle monnaie sur le continent? Pourquoi elle est-elle particulière d'utilisation? Pour moi, c'est important pour déjà profiter de toutes les opportunités et les avantages de l'utilisation de cette technologie qui va tout à fait révolutionner beaucoup de secteurs, mais notamment le secteur financier, en fait, parce que ça a déjà commencé. J'ai beaucoup aimé ce terme qu'il a utilisé, révolution. Et le penseur Dr Idriss Aberkane a l'habitude de dire que toutes les grandes révolutions passent par 3 phases. La phase ridicule, la phase dangereuse et la phase évidente. Aux États-Unis et en Chine et dans d'autres pays, la technologie blockchain et les crypto-monnaies sont en phase évidente parce que tout le monde sait que, par exemple, qu'il y a énormément d'opportunités et des gens peuvent gagner énormément de profits à travers ces crypto-monnaies-là. Alors qu'au début, pourtant, les gens étaient réticents. Malheureusement, en Afrique, la plupart de nos États, comme il l'a dit, n'ont pas encore compris vraiment l'enjeu de ces crypto-monnaies-là. Alors que
ça a vraiment un bel avenir. Donc, il faut que les jeunes s'approprient cette technologie-là et que les États également donc, accompagnent cette jeunesse. Et bon, heureusement, sincèrement, nous, par rapport à LaboCoin, lorsqu'on a lancé ça, il y avait énormément d'organes de presse qui en ont parlé. Donc l'État nous a rapprochés à travers du Sénégal notamment, à travers le ministère des Finances, même la Banque centrale. Mais très sincèrement, le discours a été quand même positif. Voilà, c'est vrai qu'il y a des réunions qui seront donc organisées dans ce sens-là. Et je pense que, en tout cas, l'État du Sénégal, je pense qu'il va organiser cette, d'autant plus qu'il y a un centre très connu dans le monde, je peux même le citer si je pense, Econ, qui investit dans ce secteur-là. Et donc, qui collabore avec l'État du Sénégal, notamment, à travers la construction d'une ville qui sera très active dans ce domaine. On en a parlé évidemment sur le plateau de Génération News. Voilà, c'est ça. Donc ça aussi, ce genre d'initiatives-là sont à saluer, voilà, même s'il y a des points à améliorer, etc. Évidemment, initiative à saluer pour évidemment une belle formation de ces jeunes dans le domaine de la crypto-monnaie. C'est l'heure pour nous de marquer une courte pause. On se retrouve dans une poignée de minutes pour la deuxième et dernière partie de votre émission Génération News. A tout de suite sur Média TV Afrique. De retour sur Média TV Afrique pour la deuxième partie de votre émission Génération News. En Afrique, si l'apprentissage de langue locale, voire transfrontalière, s'est longtemps fait en dehors de l'école, ces langues sont restées un outil important de communication et d'identité culturelle. Mamadou, quels sont les enjeux aujourd'hui de l'apprentissage de ces langues locales? Merci, je crois que les enjeux sont assez immenses. Souvenez-vous, le professeur Cheikh Anta Diop, dans les fondements d'un État fédéral africain, il nous a beaucoup parlé de la pertinence des langues nationales dans le processus de développement de l'Afrique et particulièrement d'un pays. Alors, et également des études et des expériences vivantes, récentes comme anciennes, nous ont montré que effectivement qu'il est plus facile pour un État, pour des citoyens d'identité donnée, d'accéder rapidement au développement social et économique lorsqu'ils sont dans leur propre culture que lorsqu'ils utilisent des outils de communication d'une autre communauté, donc de notre pays ou voilà, d'une autre race. Alors, dès l'instant que cette pertinence est trouvée, elle est partagée, donc que les gens sont d'accord là-dessus, je pense que maintenant l'enjeu, et c'est là l'objet de ce débat, c'est comment y arriver dès l'instant que nous sommes tous d'accord. Alors, pour la manière, là, à mon avis, il va falloir faire également des investigations, étudier, voir l'état des lieux aujourd'hui, faire recourir à l'histoire également, voir est-ce qu'il y a eu des États qui ont expérimenté cela et qu'est-ce que ça a donné. Quand je prends le cas de mon pays, la Guinée, après justement le fameux rejet de la proposition du général de Gaulle sur la communauté franco-africaine en 1958, la Guinée, sous le leadership du président Ahmed Sékou Touré, a opté pour le socialisme, une politique, comme on appelle, le marxisme-léninisme, avec tout ce que cela avait comme derrière, comme identité nationale, comme volonté de culture endogène. Mais dans cette même dynamique, des choix ont été faits, mais qui se sont révélés inefficaces. Par exemple, il avait instauré l'enseignement des langues nationales au niveau des programmes d'enseignement. Donc les Peuls ont appris longtemps dans leur langue, les Malinké en langue maninka, les forestiers dans les langues de la forêt, mais au bout d'un certain temps, ça n'a pas donné les effets escomptés. Ça a été véritablement... Et justement par rapport à ça, Djibril, il a parlé des pays qui ont expérimenté, le Sénégal en fait partie. Le processus, il est en phase test, on va dire ainsi, parce qu'il y a d'autres établissements qui malheureusement n'ont pas encore inséré les langues locales. C'est en tout cas une initiative à encourager.
Oui, c'est une initiative à encourager, mais bon, n'oublions pas que l'expérimentation de l'introduction de ces langues locales dans notre apprentissage aujourd'hui est une chose qui incombe d'abord les décideurs qui sont l'État, les parents, les enseignants, mais aussi l'apprenant. Parce qu'aujourd'hui, dans les classes sénégalaises, on voit que les apprenants sont de divers ethnies ou diverses races. Donc, dans ce sens, il est important que le rôle qui doit être attribué à l'enseignant, qu'il soit en prédisposition et être préparé par rapport aux enseignements qu'il doit donner ou par rapport à une langue donnée. Mais aujourd'hui, cette expérimentation nécessite des fonds. Et les décideurs ont compris s'il faut l'introduction de la langue locale au sein de l'espace scolaire, les moyens qu'ils doivent injecter là-bas par rapport aux objectifs qu'ils veulent atteindre dès l'instauration, dès qu'on introduise ces langues locales au sein des écoles. Mais ils ont jugé nécessaire d'être impératifs. Parce que quoi que l'on puisse dire aujourd'hui, le matériel didactique qu'il faut pour l'enseignant, le matériel didactique qu'il faut pour l'apprenant, tous ces matériels nécessitent des fonds. Et aujourd'hui, prendre une moitié de notre budget, l'injecter dans cela, pour eux c'est une perte. Ils ont jugé nécessaire d'expérimenter ça, mais de ne pas encore généraliser ça. Parce que ça demande des prédispositions. Par exemple, du point de vue sociétal, aujourd'hui. Et aussi, le débat ne se trouve pas dans le fait de dire qu'on doit introduire la langue locale pour rayer la langue. C'est dans le choix aussi de la langue. Parce qu'aujourd'hui, ce choix, parfois, peut créer des interconflits entre les ethnies. Imaginez que vous choisissez la langue Peul au détriment de la langue Diola. Est-ce que la langue Peul va être enseignée dans les villages Diola? Est-ce que vous voyez aujourd'hui, cela peut être source de dissension entre les ethnies, entre les langues et entre les conflits. Mais ce dont nous devons aujourd'hui faire, c'est de voir comment donner de la valeur à la culture africaine, de parler leur langue. Mais ce n'est pas de dire qu'on doit rayer complètement les langues internationales comme la langue française et la langue anglaise. C'est exactement ça, Mohamed. C'est en fait aujourd'hui de se servir de la langue française pour valoriser les langues locales. Le but, ce n'est pas de totalement éradiquer le français. Effectivement, en fait, comme ils l'ont si bien souligné, il y a des barrières par rapport à l'instauration de nos langues locales. La première qui est la plus évidente, c'est des barrières même phonétiques. Par exemple, quand tu fais parler un Peul ou quand tu fais parler un Sérère, c'est pas pareil. Il y a de ces sons-là qui ne pourront pas sortir. Donc, ça, ce sont déjà des barrières. Maintenant, qu'est-ce que nous, on peut faire par rapport à la langue française qui est déjà là? C'est de tirer une expérience par rapport à cela. Les problèmes que nous sommes en train de rencontrer, c'est des problèmes que d'autres ont déjà résolus. Si tu vas même en France, c'est pas que le français en fait qui existe comme langue là-bas en France. Donc, mais ils ont su surmonter ces problèmes-là. Donc je pense que c'est dans ce sens-là que quand vous dites qu'on ne doit pas rayer complètement le français, c'est dans ce sens-là. Maintenant, nous, notre souhait, c'est vraiment de pouvoir permettre l'essor de l'Afrique. Et comme l'avait dit, en tout cas, Cheikh Anta Diop, c'est-à-dire nous, le retard qu'on a dans l'acquisition de la connaissance, mais aussi dans l'innovation, c'est parce que nous, on nous enseigne dans la langue d'autrui. Maintenant, cela ne veut pas dire forcément qu'il faut éradiquer la langue d'autrui. Donc, c'est juste pour dire que ces problèmes-là que nous sommes en train de débattre, c'est des problèmes qui sont déjà réglés. Maintenant, on salue aussi l'effort que, en tout cas, les États africains sont en train de faire pour permettre cela. Mais aussi, je pense que la population a son rôle à jouer. Tout à l'heure, vous avez parlé du parent. Par exemple, depuis un bon moment, tout ce qui est écriture de langue africaine, ça a été normalisé. Et ça, pour moi, c'est une chose à saluer. Maintenant, il faut que déjà les parents, ils commencent à l'adopter, mais aussi l'État, comme il a commencé à l'expérimenter, notamment avec un curriculum pour l'enseignement, mais aussi doter les enseignants de matériel didactique, tout ce qu'il faut. Et ça, c'est des moyens, comme vous l'avez dit, on aura besoin de moyens pour le faire. Et ces moyens-là, en tout cas, c'est quelque chose qu'il faut faire parce que on sent que le retard qu'on a, on doit le rattraper, et il y a pas mal de personnes qui sont marginalisées parce que considérées comme étant pas alphabètes. Et justement, par rapport à ça, Malik, Mohamed a parlé du rôle des parents dans
l'utilisation des langues locales. Est-ce que quelque part ça n'a pas été aussi, entre guillemets, la faute de nos parents par rapport aux punitions que nos parents nous infligeaient quand on était plus jeunes, avec le principe du symbole où il ne fallait pas parler le français à la maison, pardon, les langues locales à la maison, il fallait parler le français, sinon vous allez vous retrouver avec un collier trafiqué avec des arêtes de poisson. Est-ce que quelque part aussi ça n'a pas un peu freiné l'usage des langues locales par les jeunes? Oui, c'est d'une part, c'est effectivement l'une des causes de ce problème-là, en fait. En réalité, l'utilisation des langues locales au niveau de l'éducation peut être dangereux, en fait, dans le long terme, si ce n'est pas tellement préparé, en fait. Parce que l'un des problèmes de l'Afrique, c'est que l'Afrique est tellement divisée, en fait. Les États africains sont très petits en termes de territoire et de population en général. Et donc, ça cause problème, en fait, en termes d'intégration. Et je pense que l'utilisation des langues locales peut être importante au niveau des élèves, en fait, dans la compréhension des sujets et voilà, des choses qu'ils vont apprendre. Mais ça doit être préparé. Comment? Moi, ce que je propose, c'est que ça se fasse sous forme de programme. Par exemple, les 3 ou 5 premières années, que ça soit introduit dans les CM, cours élémentaire, à partir de 13 ans. Parce que là-bas, donc, en tout cas dans le système éducatif sénégalais, il y a chaque matière son enseignant. Et il y a en fait, les langues locales ont leur propre grammaire, ont leurs propres règles. Et il y a des gens qui sont spécialistes là-dessus. Donc, évidemment, il faut que ça demande beaucoup de travail, beaucoup de formation, comme on l'a souligné. Oui, Mamoudou, vous voulez rebondir sur un... Exactement. En fait, dans les 2 interventions de mes amis, j'ai cru comprendre qu'il y a des risques, qu'il y a à craindre de l'introduction de ces langues. Non, moi je ne pense pas. Pour moi, la question elle est très simple. Est-ce qu'on est d'accord qu'il est pertinent, il est important pour notre développement d'aller vers l'introduction de ces langues? Les gens sont d'accord là-dessus. Maintenant, le comment, et c'est là qu'intervient ce que j'appelle la pédagogie. La pédagogie, c'est maintenant tout ce qu'il faut faire, tout ce qu'il faut réunir. Ils ont parlé des moyens, je reviendrai là-dessus. Mais il faut d'abord qu'il y ait la nation. Nous avons une nation, nous avons un État. Et à mon avis, le fait oui, d'avoir plusieurs langues, oui, le Serer, le Wolof, le Diola, le Pulaar, ça ne peut pas poser un problème. C'est qu'il y a ici, il y a un enjeu national. Il faut une prise de conscience collective pour dire, écoutez, nous sommes face à notre destin, à notre développement, à notre émergence. Et pour le faire, on ne peut pas utiliser toutes les langues. Il faut un choix. C'est un choix difficile à faire, mais il faut l'opérer. Et maintenant, il faut mobiliser les citoyens par rapport à ça. Faire une éducation, une sensibilisation par rapport à ce choix. Dire que oui, c'est ce que nous allons faire. Mais pour cela, voilà les avantages, voilà les inconvénients. Bien sûr, au début, d'autres peuvent se sentir exclus ou marginalisés, mais il faut que les gens soient mobilisés pour une cause nationale. C'est exactement ça qu'il fallait dans ce sens-là. Mohamed, c'est sensibiliser, informer davantage les populations sur le choix possible d'une langue à insérer dans le cursus scolaire. Effectivement. Pour ça, il faut d'abord que les décideurs, à leur niveau, sachent que les principaux concernés, ce sont les élèves, les parents, en quelque sorte la population. Donc, faire cette politique de conscientisation au niveau de la base pour les donner toute la latitude de faire le choix afin que chaque communauté puisse s'y voir là-dedans. Voilà, je crois, la politique de conscientisation dans laquelle doivent s'inscrire nos États. Et savoir que l'introduction de ces langues locales, certes, c'est une utilité, quelle qu'en soit, c'est aujourd'hui une utilité. Mais n'oublions pas aujourd'hui, quand ces prédispositions ne seront pas bien cernées, on va perdre les 2 choses. Parce qu'en réalité, on ne peut pas bien cerner cette dimension de nos langues locales et aussi ne pas cerner les langues locales. Et aussi, il y a aussi un problème majeur. Aujourd'hui, imaginez qu'on insiste sur la mise en œuvre de ces langues locales et que la personne ait son bac, faut faire des études supérieures. Il n'a aucune notion des autres langues.
Vous imaginez le danger? C'est exactement là aussi le problème. On en parlait en off, c'est que, évidemment, est-ce que l'étudiant qui a été formé en langue locale, est-ce qu'il aura les mêmes chances que l'étudiant qui a été formé avec la langue française, quand on sait qu'aujourd'hui, le français, c'est la langue de travail. Beaucoup travaillent avec le français aujourd'hui, on parle en français aujourd'hui. Est-ce que les chances sont les mêmes? Bon, moi, j'aborderai dans l'affirmative. Pourquoi? Parce que, à mon avis, tout est une question de choix. Il est plus facile déjà pour moi de réfléchir dans ma langue natale que de réfléchir dans toute autre langue. Donc, ce fait, on peut l'utiliser maintenant pour améliorer donc les conditions dans lesquelles ces étudiants-là vont travailler. On est en train de construire des universités. Qu'est-ce qui nous empêche d'avoir des universités dans lesquelles on enseigne nos langues? Et mieux encore, on parle de cette barrière-là en disant que oui, il y a une multitude de langues. Mais n'oublions pas qu'il y a une parenté entre nos langues, comme l'a si bien démontré chez Anta Diop dans National Agriculture. Cette parenté-là, c'est un atout que nous, on doit utiliser, mais aussi prendre, en tout cas, de l'expérience de ceux qui l'ont réussi. Par exemple, les pays asiatiques, ils ont réussi ce pari-là, mais comment ils ont fait? Donc tout ça, je pense qu'il y a plus de peur. On a peur d'aller vers cela, mais je pense qu'on ne devrait pas l'être. Pourquoi? Parce que tout simplement, d'autres l'ont fait, ils ont réussi, avec un contexte beaucoup plus difficile. Nous, on a un contexte vraiment dans lequel, comme je l'ai dit, il y a une parenté entre les langues, mais même dans les lots de langues, on voit très souvent une langue qu'on appelle une langue véhiculaire, une langue qui sort du lot. Si tu vas dans la région, si on va vers le Sénégal, la Gambie et la Mauritanie, on parlera du Wolof, d'autres te parleront du Hausa, ainsi de suite. Donc, je pense que on a peur d'affronter ce problème-là, mais rien n'est facile, mais c'est bien possible. Oui, Mamadou, allez-y. C'est juste une petite précision que je voulais apporter par rapport à certaines, en tout cas, craintes. Alors, je voudrais dire, par exemple, le choix éventuel ou hypothétique de la langue Pulaar ou bien de la langue Diola ou de toute autre langue, ou Serer, comme langue nationale d'études officielle. C'est important. Donc, cela ne signifie pas que nous voulons gommer les autres langues, qu'il ne faut pas les étudier ou qu'il faut abandonner de les parler. Non, ce n'est pas ça dont il est question. Ce dont il est question, c'est qu'on va faire un choix d'une langue, c'est celle-là qui sera proclamée comme langue officielle. C'est dans cette langue-là que les gens vont essayer de travailler, d'utiliser pour travailler au sein de l'administration. Et l'autre chose, également, l'utilisation ou bien le choix d'une langue ne veut pas dire également oui, qu'on va abandonner les langues internationales. Nous sommes dans un contexte qui favorise l'interconnexion. Donc on a besoin des langues étrangères. Mais il faut comprendre que ce sont des choix politiques à faire, il faut les prendre. Un mot sur les moyens. Les moyens, il faut qu'on arrête de trop s'apaisantir toujours là-dessus en Afrique. On pense que oui, qu'il y a des questions de moyens et on ne peut pas faire de ces choix-là et attendre que les pays occidentaux ou que les autres viennent nous financer. Non, c'est des choix que nous avons faits. C'est à nous de trouver les moyens. Quand on a une politique, il faut se donner les moyens pour les mettre en pratique, à mon avis. C'est à nous de trouver les moyens. Si c'est une volonté réelle politique, eh bien, on le fera. Le Ghana l'a fait avec le financement de l'éducation. Le Ghana utilise ses propres fonds. Son budget cette année est élaboré entièrement sur la base du contribuable ghanéen. Ils n'ont pas eu besoin des institutions financières internationales parce que c'est une volonté. Et ils l'ont fait. C'est possible, nous autres, quand on fera ce choix. C'est un petit peu ça, parce qu'il faut, le choix il est là, mais il faut évidemment la volonté des autorités, l'accompagnement. Je pense qu'on l'a évidemment soulevé depuis le début de cette deuxième thématique-là, sur l'importance même d'accompagner ces initiatives-là. Parlons de l'apprentissage. Mohamed l'a souligné, il réfléchit mieux dans sa langue locale que dans une langue étrangère. C'est peut-être un petit peu ça aussi le point crucial dans l'insertion de ces langues locales-là dans le cursus scolaire. Oui, j'écoutais une émission, donc un expert dans la matière le disait, il dit qu'après une expérimentation, ils ont constaté que l'enfant qui aujourd'hui évolue dans un milieu où il apprend la langue locale et les autres langues,
a beaucoup plus cette capacité d'ouverture d'esprit, de capter ce dont il apprend par rapport à l'autre même qui vit dans une monolinguistique. Contrairement aujourd'hui à l'enfant qui vit dans le plurilinguistique, qui apprend le français, peut-être l'anglais, qui apprend le wolof, facilement il peut cerner tout ce dont il apprend. Mais il faut aussi que l'on puisse dire, certes il part de volonté politique, mais cette expérimentation a été effectuée sur la base d'une pédagogie qui a été définie par nous-mêmes. Et sachant qu'après évaluation de toutes ces pédagogies, nous sommes conscients qu'il faut des fonds. Mais comme on a tendance à dire, il faut d'abord définir l'objet, l'objectif, la vision et la mission pour ensuite parler du nerf de la guerre qui est l'argent. Et nous sommes l'argent. C'est à nous de mobiliser d'abord notre propre volonté de vouloir mettre en œuvre cet aspect pécuniaire, l'ensemble des prédispositions qu'il faut pour la mise en valeur d'abord de nos... Parce que la langue est notre identité. Et aujourd'hui aussi, la langue participe à la vulgarisation de nos politiques de développement afin que nous puissions vivre dans une unité qui va nous permettre de faire booster l'économie de notre pays de l'avant. Et Malik, comme Djibril vient de le dire, l'insertion de ces langues locales dans le cursus scolaire, c'est une manière aussi de valoriser nos cultures. Oui, effectivement, c'est une manière de valoriser certes nos cultures, mais comme je l'ai tantôt dit, il faut une véritable préparation par rapport à cela. Moi, je suis contre toute politique qui divise en fait les populations. Et l'un des problèmes de l'Afrique, c'est que l'Afrique est tellement divisée en fait. Et qu'on le veuille ou non, la langue française par exemple est la langue pratiquement la plus utilisée en Afrique, d'après moi. Donc, vouloir introduire les langues les langues locales, c'est certes important, mais il faut de la préparation. Voilà, parce que qui va enseigner cela? Est-ce que les enseignants du Sénégal eux-mêmes sont formés par rapport à cela? Est-ce que, parce qu'il y a une manière d'écrire les langues en wolof, en fait. Est-ce que les enseignants sont formés là-dessus? Donc, c'est une préparation, en fait. C'est une question très cruciale, en fait. Moi, je suis un bon produit de cette école-là, en fait, publique. J'ai été un excellent élève, etc. Mais je pense qu'au-delà même de l'introduction des langues locales, il faut vraiment révolutionner le système éducatif de notre pays, le Sénégal, mais également de la plupart des pays africains, pour que, encore une fois, en fait, les gens enseignent, apprennent avec de la passion, et pas seulement parce que, voilà, par obligation, quoi, en fait. Mohamed, il parlait de reformer le système éducatif. Est-ce qu'aujourd'hui, l'insertion de ces langues locales, ou tout simplement ces langues locales-là, est-ce qu'aujourd'hui, elles sonnent un petit peu comme un moyen pour pallier aux défaillances du système éducatif de certains pays africains? Bon, effectivement, ça participe à, en tout cas, marquer une différence par rapport à ce qui se faisait jusque-là. Mais je pense que l'Afrique a les ressources humaines qu'il faut. N'oublions pas qu'il y a d'éminents chercheurs qui ont travaillé dans ce domaine-là et qui ont commencé à apporter des solutions. Il y a pas mal, si tu parles de grammaire, si tu parles de vocabulaire, tout ça, il y a des travaux qui sont déjà faits. Peut-être le seul problème qu'on note, c'est que côté publication, quand même, ça reste des choses à faire. Mais effectivement, ça va pallier au système éducatif qu'on a observé jusque-là. Pourquoi? Parce que pour atteindre nos objectifs, notamment les objectifs visant à en tout cas alphabétiser tout le monde, on ne peut pas laisser en rade nos langues locales. Parce que tu as beau parler du français, tu verras une réticence de gens jusque-là qui sont réticents par rapport à amener leurs enfants à l'école française. Qu'est-ce qu'on fait de ces enfants-là? On va les laisser à la maison? Non. Je pense que les enseignants dans les langues locales, ils peuvent devenir des ingénieurs. Et on pense que nos langues n'ont pas le niveau qu'il faut pour transmettre le savoir. Et ça, je pense que c'est carrément faux. Parce qu'il nous a été démontré que même les mathématiques, on peut les enseigner en wolof. Ah oui. Tous les concepts actuellement qui existent dans ce monde-là, on peut les faire en wolof. Donc pourquoi pas amener le wolof comme, excuse-moi, je parle du wolof, amener nos langues locales comme un élément de réponse aux défaillances du système éducatif actuel. Et bien sûr, il faudrait préparer le personnel, il faut préparer tout le monde à cela. Mais pour répondre à ta question, je pense que l'introduction de nos langues locales est un élément de réponse
pour pallier aux défaillances du système éducatif. Vous partagez son avis, Mamadou? Absolument. Et d'ailleurs, pour un peu, en tout cas, me conforter son idée, je pense qu'il y a souvent un exemple que les gens donnent. Lorsque, dans le système que nous avons aujourd'hui, le système francophone, tu es à l'école, à l'élémentaire, tu passes jusqu'au collège, parfois tu as des problèmes même à parler, même la langue. Donc tu passes tout le primaire presque à apprendre d'abord le grammaire, la conjugaison. Alors que si c'était dans ta langue, il y a les noms des choses, comment nommer, oui, même tes objets que tu utilises tous les jours. Mais si c'est dans ta langue, ça déjà c'est réglé au niveau familial. Donc vous voyez, donc c'est une perte de temps immense que nous avons à apprendre la langue dans la langue de l'autre. Mais il est essentiel de revenir à nos langues. Et à mon avis, c'est très simple de le faire. Et c'est possible. Il faut juste une volonté et les moyens. Parce que justement, ce que Mamadou vient de dire, Djibril, parce que l'élève de 5 ans, de 6 ans, quand il décide pour la première fois d'aller à l'école, il a déjà un bagage, il a déjà des informations, mais qui sont collées dans sa langue. Oui. Ce qui fait que quand il arrive à l'école, il découvre une nouvelle langue, qui est le français, et du coup, il est un petit peu perdu. Oui, il est perdu. L'enfant, il faut qu'il... C'est d'ailleurs normal. Parce qu'aujourd'hui, imaginez que vous avez depuis 6 ans derrière, vous étiez dans un milieu où vous étiez un peu monotone dans l'utilisation d'une langue. En une journée, on dit que vous allez changer de langue. C'est le ramener à zéro. Mais aujourd'hui, l'introduction de ces langues locales dans notre système éducatif, je crois que va permettre à l'apprenant d'être au centre des apprentissages. Il ne va plus être passif. Il va être cet apprenant qui va être actif. Il y aura une interaction entre l'apprenant et l'enseignant. Donc, c'est ce que nous attendons dans cette mise en œuvre de cette langue locale, dans cette réforme. Parce que c'est important. Les enfants ont toujours vécu dans l'inertie durant les cours. Parce qu'en réalité, ils ne comprennent pas ce que disent les enseignants. Mais dans la langue locale, l'enseignant qui est libre, qui parle avec les enfants et que les enfants comprennent, parce que c'est une continuité de tout ce qui se fait à la maison. C'est-à-dire que de la maison à l'école, l'enfant est toujours dans le même milieu linguistique. Donc il y a plus de communication, il y a plus d'interaction et l'enfant ne sera pas là comme consommateur brut de tout ce qui vient, mais il sera consommateur. En fait, Malik, c'est d'aller dans ce sens-là. Mohamed parlait de sensibilisation, la sensibilisation, parce qu'il y a évidemment l'éducation de l'école, il y a l'éducation également de la maison. Donc les parents ont également un rôle à jouer. Effectivement, les parents ont un grand rôle à jouer là-dessus. Et je pense que par rapport à cette question-là, comme Idriss Aberkan a l'habitude de le dire, les deux choses donc, qui permettent d'apprendre une chose en fait, d'une bonne manière, c'est l'attention et le temps. Et aujourd'hui, l'école peut capter l'attention, le temps, mais pas suffisamment d'attention. Je m'explique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la plupart des élèves vont à l'école par obligation, mais pas par amour. Et ça, c'est un problème qu'il faut régler. Je suis d'accord que l'utilisation des langues locales peut être une réponse par rapport à cela. Parce que l'élève sera beaucoup plus à l'aise à donc parler, à échanger avec le professeur, etc. Donc dans une langue locale que dans une... Mais ça, il faut que d'abord l'enseignant soit formé. Les grandes vacances scolaires de 3 mois, en tout cas au Sénégal par exemple, peuvent être des périodes cruciales pour que les enseignants se retrouvent pour évidemment mettre en place des procédés qui vont permettre l'apprentissage de ces langues locales. Nous sommes malheureusement arrivés au terme de cette émission. Merci Djibril, merci Malik, un gros merci également à Mohamed et à Mamadou d'avoir participé à cette émission. Merci également à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir regardés. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de votre émission Génération News sur Médian TV Afrique. D'ici là, bonne suite des programmes sur nos antennes.